BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 25 octobre et au lendemain du voyage officiel du président Macron au Proche-Orient, voyage qui s'est achevé cet après-midi par une dernière étape au Caire en Égypte. Eh bien, au lendemain de ce voyage, je ne peux résister à l'idée de vous montrer quand même la une du Canard enchaîné et le titre du Canard cette semaine. La proposition de Macron aux Israéliens, une solution à deux États. Un État pour Israël, un État pour la Palestine, mais sans État niaou. Il fallait le trouver, le Canard l'a fait. Plus juste, peut-être, le dessin de Chaunu dans l'Union de Reims, où on voit notre président de la République regarder jouer les équilibristes, tandis que dans Nice matin, le dessinateur de ligne nous montre le président français dire au Premier ministre israélien, je cite le dessin, « Moi, je n'ai qu'à traverser la rue et je vous trouve un processus de paix ». Le meilleur dessin, c'est peut-être l'œil de gros dans l'humanité aujourd'hui. On voit effectivement une bombe arriver. Ce titre, France, fausse alerte à la bombe. Et on voit évidemment des civils palestiniens qui disent des fausses alertes. Vous avez de la chance, vénard. Le château de Versailles, justement, a été visé par de nombreuses fausses alertes, on le sait depuis plusieurs jours. Cela a inspiré le dessinateur Fools dans Charlie Hebdo. Alerte à la bombe à Versailles, le ras-le-bol. Et on voit Louis XIV qui dit « Je ne décroche plus ». On trouve le même Louis XIV dans le Canard enchaîné. Les dessinateurs sont inspirés. Et cette fois, c'est Mouget qui reproduit le tableau du peintre Hyacinthe Rigaud. Et on voit que le roi a été évacué, lui aussi, à cause de cette fausse alerte. Pourquoi je vous ai montré tous ces dessins? Eh bien, tout simplement parce que l'actualité est forcément plus souriante en dessin, bien loin de l'horreur des vidéos. Et je vous dis ça parce que ce matin, le Parisien nous rappelait ces images terribles des crimes du Hamas que Tsahal, l'armée israélienne, a décidé de montrer à un panel de journalistes, parmi lesquels d'ailleurs un de nos journalistes de BFM TV qui est ici ce soir, Nicolas Coadou. Et le journal La Croix a posé cette question. Faut-il regarder les images violentes pour prendre la mesure de l'événement? Ce sera l'objet de notre premier débat ce soir. Et pour ça, Julie, je vous laisse présenter et nos invités et nos équipiers. Nos débatteurs du soir, Natacha Polony, directrice de la rédaction Marianne. Bonsoir à vous, bonsoir. Natacha. Louis Morin, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir à vous, bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à vous, Selim Derkaoui, journaliste. On accueille aussi, donc vous l'avez dit, nos invités Nicolas Coadou et Hugo Dorsemène, tous les deux reporters à BFM TV. Vous venez tout juste bonsoir. De rentrer, c'est ça? Oui, cet après-midi. Ouais. Cet après-midi. On est très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Et on accueille également Johanna Rosenblum. Bienvenue à vous, psychologue clinicienne et consultante pour BFM TV. Bonsoir à tous les six. Dans la deuxième partie de cette émission, tout de suite après le trombinoscope, nous aborderons un deuxième sujet. Faut-il prévoir un plan B pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Et à cette occasion, sur ce plateau, nous recevrons David Douillet, qui a été 2 fois médaillé olympique, mais aussi ministre des Sports, donc qui connaît bien le sujet. Guillaume Farde, notre consultant police-justice, pour nous parler de la sécurité, évidemment déjà à l'œuvre autour de cette cérémonie de juillet prochain. Et plus étonnamment peut-être, Christine Bravo, pour 2 raisons. Effectivement, elle était à Atlanta pendant les JO d'Atlanta en 96, au moment où il y a eu un attentat. D'ailleurs, donc Clint Eastwood a fait un célèbre film depuis. Et en plus, elle vit sur une péniche sur la Seine, donc elle nous racontera elle aussi son expérience. Ça, ce sera en deuxième partie, mais on commence tout de suite, effectivement, par ces images horribles qui ont été montrées à différents journalistes. Ouais, 2 semaines après les attaques du Hamas contre Israël, Tsahal a donc pris la décision de montrer à une centaine de journalistes internationaux, dont vous faites partie, les images des crimes du Hamas. Conférence de presse donc un peu particulière. Vous avez pu assister à un film de 43 minutes qui montre les massacres commis par les terroristes du Hamas, des images captées par les appareils des terroristes du Hamas, des smartphones, des GoPro, tout ça est très documenté. On a pu le voir d'ailleurs ces derniers jours. C'est une sorte de plongée dans l'ultra-violence à laquelle vous avez été confronté. On a sélectionné un petit extrait, évidemment un extrait très dur, mais peut-être le plus regardable. Oui, on va dire diffusable. Diffusable, voilà. Diffusable, on va dire. On regarde l'extrait.
Alors, j'étais en train de vous demander, parce que au début, comme on n'avait pas de son, je pensais qu'on nous entendait, qu'on était à l'antenne. J'étais en train de vous demander si ces images, qui sont effectivement les plus diffusables de ce que vous avez vu, sur 43 minutes de film, si ces images-là, elles vous ont été fournies aussi par Tzahal. C'est les seules images que vous avez été autorisé à emmener, en fait. Exactement. En fait, c'est 43 minutes. Voilà, le contrat avec Tzahal, c'était on peut les regarder, on va les raconter, mais en fait, elles sont pas diffusables. On peut pas les montrer au grand public parce qu'il y a des choses qui sont tout bonnement horribles à l'intérieur. Ça, c'est le seul extrait qui nous a été communiqué, qu'on peut diffuser. Et c'est des images qui sont terribles à regarder, mais c'est peut-être les images les moins terribles de ces 43 minutes. En fait, ce qu'on a vu sur cette vidéo, c'est une GoPro, une dashcam plus précisément, ces caméras, vous savez, qui sont embarquées dans les voitures, qui filment en continu d'un civil israélien proche de la bande de Gaza, qui croise en début de matinée, le 7 octobre, les terroristes du Hamas, qui donc lui tirent dessus. Vous aviez évidemment le choix de refuser, j'imagine. On hésite à voir ces images quand on est journaliste, reporter. On hésite, et après on se dit que en fait c'est des images pour l'histoire. Et en fait, nous, si on est ici en tant que journaliste, on a aussi une certaine responsabilité de voir ces images qui peuvent pas être diffusées au grand public. Pour autant, on a pu voir depuis 2 semaines que chez certaines personnes, il y avait des doutes sur la véracité de ces massacres, de plusieurs choses qui ont pu être racontées. Je pense que l'intérêt de l'armée israélienne et des journalistes, en fait, c'était de montrer ces images pour que nous, on puisse le raconter. Et notre parole, ensuite, elle compte quand on peut raconter, un peu décrire ce qu'on a vu, même s'il y a certaines choses qui sont difficilement descriptibles. Difficilement descriptibles. Et puis, vous avez pu entendre aussi ce que disaient les membres du Hamas, les terroristes du Hamas, devant des corps déformés. Papa, maman, soyez fiers de moi. J'espère que dans la maison, tout le monde... j'ai liquidé ces 10 juifs moi-même et j'en suis très fière. Pardonnez-moi, j'ai mal... Ce sont les terroristes. Ce sont les terroristes qui disent ça. Vous avez pu les entendre et les voir directement à l'œuvre. Ouais, totalement. On voit une certaine fierté, en fait. On les sent exaltés par ce qu'ils ont fait. Ils répètent plusieurs fois que c'est un jour de gloire, notamment on les voit sur leur pick-up quand ils ramènent les otages dans la bande de Gaza. Ils sont heureux, ils sont exaltés. Ils disent c'est un grand jour, c'est un grand jour. Et il y a effectivement cet extrait WhatsApp où un terroriste appelle son père ou sa mère dans la bande de Gaza et lui dit regarde WhatsApp, je t'ai envoyé des photos, regarde, j'ai tué 10 juifs de mes mains, tu te rends compte? Et ouais, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant. Un son qu'on n'est pas prêt d'oublier. Il se sert du téléphone de la victime pour appeler ses parents et ils ont fait ça, ils ont envoyé des vidéos, ils ont contacté les familles avec les téléphones des victimes. Enfin, c'était dans le but, c'est évidemment, au-delà des 1000 victimes qu'il y a eu là-bas le 7 octobre dernier, c'est de toucher le plus grand nombre et de faire peur au plus grand nombre, on l'imagine bien. Et quant au but de Tzahal de montrer ces images aux journalistes, c'est évidemment pour répondre à peut-être une campagne d'intoxication qui a lieu et sur les réseaux sociaux et dans certaines rédactions même, parfois, qui se font piéger, particulièrement depuis l'histoire de l'hôpital à Gaza, j'imagine. Absolument. En fait, pour tout vous dire, cette séance de cinéma, donc oui, je dis séance de cinéma parce que ça peut paraître terrible de le dire, mais c'est à ça que ça ressemblait. On arrive à cette carte de presse, il y a comme une ouvreuse avec une arme quand même, une arme en bandoulière qui échange les cartes de presse contre un bracelet jaune et tout le monde s'installe sans caméra et on assiste à cette séance. Et ce qu'ils nous disent, eux, directement, c'est on a hésité pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, 2 semaines à vous montrer ces images, mais on a décidé de le faire pour montrer qu'on se bat pas contre des humains, et que c'est un combat, selon eux, pour reprendre leur terme, un combat de civilisation, de la lumière un petit peu contre l'obscurité, pour reprendre leur terme. Alors je vais faire réagir à notre équipe avant qu'on donne la parole aussi à notre consultante psy, Johanna Rosenblum. Je voudrais juste vous faire réagir à ce qu'écrit Perle Nicole Azaïd, qui est sociologue à l'Université hébraïque de Jérusalem. Dans La Croix, ce matin, elle tentait de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut regarder les images violentes pour prendre la mesure d'un événement? Elle disait, les journalistes internationaux qui traitent de ce conflit ont souvent tendance à mettre dos à dos les victimes israéliennes et palestiniennes. Voilà pourquoi on doit voir ces images, non pas parce qu'une victime israélienne vaut plus qu'une victime palestinienne, on ne peut pas faire de différence entre les morts, précise-t-elle, mais parce que la manière dont elles sont tuées et les gens qui les tuent sont très différents.
C'est vrai, c'est ce que vous avez vu? C'est vrai, pour autant, après, c'est pas antinomique de trouver absolument honteux et scandaleux ces images de massacres, il n'y a pas d'autre mot, des civils israéliens, et pour autant déplorer la mort des civils palestiniens en Palestine. Je pense qu'on peut faire les deux, et ça fait d'ailleurs partie de notre travail de journaliste, bien que ce soit plus compliqué, vu qu'on ne travaille pas dans Gaza pour des raisons sécuritaires et des raisons imposées par... Même si l'objectif là, c'est pour Israël de permettre à ses journalistes d'adhérer totalement à sa riposte. Totalement, évidemment, c'est une grande part de communication. Après, les journalistes sont pas là pour adhérer ou quoi que ce soit. Les journalistes sont là pour retransmettre l'information, et c'est une information qui est communiquée, mais il faut bien sûr remettre les choses dans leur contexte. On parle, là c'est 43 minutes, des images comme ça, il nous explique qu'il en existe 1000 heures. Évidemment. Il y a toutes les caméras des villages, il y a les caméras sur les voitures, il y a les GoPro des combattants du Hamas, il y a les vidéos prises par les secouristes. Donc c'est un choix qu'ils ont fait de nous montrer ces images-là. Il y a évidemment une part de communication là-dedans. Alors voilà, quelle est la part de communication? Quelle est évidemment la part mémorielle de ces images? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Natacha Polony, pour commencer. D'abord, je pense qu'il faut bien distinguer, en effet, qui regarde. C'est-à-dire que là, ce sont des journalistes, et ce n'est pas du tout la même chose que les mêmes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Parce que le but n'est pas le même, vous l'avez dit, vous jouez un rôle qui est un rôle pour l'histoire, qui est celui de pouvoir attester que ce que vous avez vu était vrai. Ça n'a rien à voir avec l'émotion qui monte quand on regarde ces horreurs sur les réseaux sociaux, et quand ça devient un moment d'exaltation, parce que c'est ça que ça fait naître, et un moment donc de montée de pulsion, de colère, d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, puisque chacun se renvoie dans la figure des images et chacun choisit ses images, et c'est ça l'effet pervers. Là, ça n'est pas la même chose. En revanche, en effet, vous avez tout à fait raison de distinguer la capacité à attester de la véracité de ce qui s'est passé, et c'est très important parce que nous sommes dans une époque de guerre de l'information. Je vous renvoie au livre excellent de David Colomb sur la guerre de l'information. Et de complotisme, donc. Et voilà, ça va faire. Mais qui est nécessaire, enfin, je veux dire, qui est fatal. Pourquoi? Parce que, de toute façon, il y a eu dans l'histoire, et il y a encore, des manipulations à grande échelle, d'images, de séquences. Donc il est nécessaire que des gens qui ont du recul et dont c'est le métier soient capables d'aller regarder ça. Après, vous avez tout à fait raison, tout le travail des journalistes, c'est de regarder ces images, mais ensuite de ne pas entrer dans la communication de ceux qui les montrent. Pourquoi? Parce que en effet, il y a un débat nécessaire à avoir sur la politique du gouvernement israélien, sur la façon dont Israël a joué la politique du pire. Et ça doit être distingué, et c'est tout notre travail de journaliste, de l'horreur de ces images. Selim Derkaoui. Oui, parce que pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Mais là, tout à l'heure, vous avez employé pour les morts palestiniens de morts et pas de massacres. Et en fait, ce qui est intéressant avec les milliers de morts palestiniens qu'il y a depuis des dizaines d'années, il y en a eu en 2014, 2500, il n'y avait pas de tour Eiffel au drapeau de la Palestine, par exemple. Ce qui est très important et très intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est que des statistiques. Et c'est-à-dire qu'elles ne sont pas incarnées, ces morts-là. Parce qu'il manque des images. Il manque des images, notamment à Gaza. Il y a une vingtaine de journalistes qui sont morts à Gaza. Il y a un fixeur palestinien, journaliste, qui est décédé aussi, qui travaillait avec Radio France. Et cette absence d'image-là est très frappante dans un conflit comme celui-là, où il y a vraiment un déséquilibre de l'image et surtout de l'incarnation de ces images-là, des vies humaines qu'il y a derrière. Donc, dans tous les cas, c'est très bien que vous puissiez le documenter, mais c'est vrai que on voit l'absence de l'autre côté d'images, je dirais, d'histoire et de compassion par rapport aux images. Louis Morin veut réagir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, Nicolas Coadou, moi, votre témoignage, je le trouve absolument poignant. Il me fait froid dans le dos. Et heureusement qu'il y a des journalistes pour pouvoir témoigner de l'horreur qui s'est produite le jour de cette attaque terroriste du Hamas. Moi, je suis pour montrer la réalité de la barbarie. Il n'y a pas de démocratie lorsqu'il y a une rétention d'informations. Il n'y a pas de démocratie sans droit à l'information. La liberté de la presse, ça fait partie intégrante de la démocratie. Et une image, c'est une information. Aujourd'hui, les vidéos, ce sont des informations. Alors bien sûr, il faut protéger le public le plus sensible, il faut protéger les enfants. Mais aujourd'hui, la réalité, je vous entendais tout à l'heure, Natacha Polony, et vous avez raison, vouloir prendre des précautions contre l'exaltation possible que peuvent susciter ces images auprès des aspirants terroristes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les aspirants terroristes les aspirants terroristes et tous
ceux qui sont en voie de radicalisation, ils ont accès à ces images. Elles sont déjà sur les réseaux sociaux, elles circulent déjà dans des boucles WhatsApp, elles circulent déjà dans des boucles Telegram, et tout le monde peut y accéder. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les seuls qui n'y ont pas accès, c'est le grand public. Mais cette image, et ces images, toutes ces images, ces heures, c'est peut-être ces 1000 heures d'images, puisque c'est ce qu'a communiqué l'armée de Tsahal, eh bien, elles font partie intégrante de la réalité, de ce qui s'est passé. Et lorsqu'on communique, lorsqu'on les transmet, ce qui est quand même le rôle d'un journaliste, de transmettre l'information, eh bien, ça permet à tout le monde de se rendre compte de la réalité de la barbarie. Si vous êtes attaché par la liberté de la presse, c'est important à Gaza, parce que tout à l'heure, vous le disiez, que c'était compliqué d'accéder à Gaza en tant que journaliste. C'est impossible, évidemment. Mais justement, on n'est pas répondu juste à ce passage de ce texte. Et j'aimerais quand même que vous vous prononciez là-dessus, quand cette sociologue de Jérusalem dit « ce ne sont pas les mêmes morts. Ce n'est pas la même façon de tuer. Ce n'est pas les mêmes images qu'on aurait si on était en Palestine que celles qu'on a pu voir le 7 octobre, qui étaient des images terribles de barbarie, de terroristes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, mais déjà là, c'est distinguer des morts. Et encore une fois, il y a des... C'est pas distinguer les morts, justement. Pardon, non, elle a pour préambule de dire qu'une vie israélienne vaut une vie palestinienne. C'est distinguer les méthodes. C'est distinguer les méthodes. C'est là-dessus, moi, que je voudrais précisément une réponse. Bien sûr, des massacres restent des massacres. Hein. Il y en a eu en Cisjordanie, il y en a à Gaza. Et là, comme on vient de dire, c'est difficile de documenter et d'avoir cette liberté de la presse et ce recul journalistique pour pouvoir analyser les images. Il n'y a pas d'images où c'est compliqué d'en avoir. C'est que des chiffres statistiques. Donc du coup, elle peut effectivement se permettre de dire que ce sont des morts. On est à près de 6000 morts à Gaza. On rappelle ce bilan qui continue d'augmenter. Selon les chiffres du Hamas. Non, selon les chiffres du Hamas, mais de fait, il y a des morts. Ouais. Il y en a aussi corroborés par les organisations. Il y a des morts, c'est indéniable. Il y a des morts, c'est indéniable. Mais ce n'est pas parce que ces chiffres... Je rejoins ce que vient de dire Céline. C'est pas parce que ces chiffres sont gonflés. On n'a pas de chiffres officiels. Il n'y a pas de morts. Voilà. On a les chiffres officiels d'une organisation terroriste. Et c'est important aussi de le rappeler, de recontextualiser, de donner toute l'information. On va attendre. Natacha, allez-y. Excusez-moi, mais il y a un moment, il faut arrêter de couper la parole, c'est tout. Allez-y, Natacha. Je disais donc, d'abord, il y a 2 semaines, sur votre plateau, j'ai tenu exactement ce discours-là, cette phrase-là, en préambule, pour dire ensuite que ça ne devait pas empêcher de s'élever contre les crimes de guerre à Gaza. Le fait de distinguer, non pas dans les morts, mais dans l'objectif et la manière. Les réactions sur les réseaux sociaux sont effarante. C'est-à-dire que personne n'est capable d'entendre cette nuance. On prend le début de la phrase, on oublie que derrière, j'explique qu'il y a des crimes de guerre à Gaza. C'est pour vous dire que la tension est telle que les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre et sont dans un état de radicalité. Et je ne parle pas des apprentis terroristes, je parle de l'ensemble de la population. Donc je ne vois pas l'intérêt de montrer en boucle des images, ce qui déréalise. Je vous invite à relire Baudrillard et ce qu'il écrivait sur le 11 septembre et sur la déréalisation à force de voir les images d'horreur. Ouais. Donc que des gens qui sont avertis et dont c'est le métier fassent les médiateurs, parce que justement ce sont des médias. C'est le cas ce soir, et c'est le cas effectivement. Pour ensuite permettre un débat démocratique apaisé et non pas une guerre. D'ailleurs, juste oui, Maura, avant. D'ailleurs, là vous avez raison aussi, c'est que souvent dit il faut voir les images parce que c'est de l'information. Sauf, et puis surtout, des tas de gens vous disent je ne crois que ce que je vois. Sauf qu'aujourd'hui, même ce qu'ils voient, ils ne le croient plus non plus. Ils pensent à des montages, ils pensent à des trucages qui aujourd'hui sont possibles, on le sait. Donc de toute façon, que vous montriez ou pas les images, les gens garderont leur opinion. De toute manière, on ne peut pas mettre à la télé des images de corps carbonisés, on ne peut pas mettre à la télé des images de terroristes qui s'acharnent avec une bêche à essayer de couper la tête de quelqu'un, d'un civil. C'est pour ça qu'on passe par des journalistes, en fait, parce que au-delà du phénomène d'exaltation que ça peut produire chez quelqu'un, c'est des images qu'on ne peut pas montrer, déjà par respect pour les victimes, pour commencer. C'est peut-être la première chose. Sur l'impact, d'ailleurs, psychologique, puisqu'on a une psychologue clinicienne sur le plateau, un mot là-dessus, Hugo Dorsemène, vous, quand vous avez vu ces images avec Nicolas Coadou, la réaction dans la salle, après ces 43 minutes d'horreur, c'est quoi On a débriefé entre confrères, mais déjà pendant la séance, en fait, on entendait des confrères sangloter. J'ai échangé avec certains sont sortis avant la fin, de nombreux étaient de confession juive et n'ont pas pu supporter l'horreur, parce que c'est nouveau, en fait, que les terroristes aient des caméras embarquées sur eux et
En fait, leur but initial, c'était de repartir avec et de le diffuser pour diffuser la terreur. Et vous qui êtes reporter d'images, vous en avez filmé vous-même des images qui sont tout aussi terribles, qui suffisaient à comprendre l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre? Nous, on essaie de diffuser des témoignages. Le but, c'est pas d'essayer de diffuser des images choquantes ou violentes. Enfin, ça nous arrive, que ce soit en Ukraine ou en Israël, de croiser des cadavres. On n'essaie pas de montrer des cadavres. Mais vous les avez vus sans les filmer. On filme des mains, on floute un visage. Le but n'est pas de choquer. Johanna Rosenblum, alors, effectivement, ces images, on l'a dit, c'est d'abord pour des personnes adultes, dans un premier temps des journalistes qui peuvent faire le tri, mais dans aucun cas pour les diffuser sur tout le monde. Sauf qu'effectivement, Louis Morin a raison, elles circulent quand même parfois sur les réseaux sociaux. Ces images circulent et c'est sûr que si on avait suffisamment de mots pour pouvoir décrire ce qui a été fait, les images n'auraient pas besoin d'être diffusées à ce point. Mais l'esprit humain est limité et le processus de négation, de déni fait en sorte que certaines personnes ne parviennent pas à se confronter à la réalité. Et donc montrer ces images aux journalistes, ça leur permet de témoigner peut-être avec des mots. Après, concernant l'exposition à ces images, évidemment, les personnes jeunes, les personnes qui ont déjà été exposées à des événements à caractère traumatique et les primo-intervenants, c'est-à-dire ceux qui se sont rendus sur les lieux, sont des personnes qui sont particulièrement sujettes ou susceptibles de développer un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est un syndrome qui est très pernicieux parce que les premiers temps, on encaisse, il y a cette adrénaline, cette volonté de bien faire son travail, cette volonté d'encaisser, de tenir debout. Et parfois, des semaines ou des mois après, il y a des symptômes comme ça qui se réveillent extrêmement douloureux et qui peuvent toucher même les personnes les plus aguerries. On se rend compte à quel point, quand même, il y a une guerre de la communication qui se joue. Il n'y a pas que ces images-là qui ont été diffusées. Les interrogatoires des membres du Hamas ont été filmés par les autorités israéliennes et diffusés sur le compte Twitter, le compte X du ministère des Affaires étrangères. Voilà, il y a une vraie guerre de la communication, mais à plusieurs niveaux. Les méthodes des services secrets israéliens qui, par définition, sont secrets, donc ne font pas ça. Le fait qu'ils les diffusent comme ça, on voit ce qu'ils racontent. C'était justement pour montrer que les personnes étaient là à dessein pour tuer le plus de personnes possible. Donc, encore une fois, ils ont diffusé, je crois, un extrait de 1 minute ou de 1 minute 30 sur des interrogatoires qui doit être très long. Donc il faut les prendre comme c'est, des images d'interrogatoires fournies par l'armée israélienne et pas autre chose. Parce qu'il en dépend aussi, en réalité, de l'information auquel on a tous accès. Il s'agit de montrer la réalité de l'horreur. Et moi, j'ai une question assez simple. Finalement, pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon et que la France insoumise refuseraient encore aujourd'hui de qualifier le Hamas d'organisation terroriste? Alors, rappelons-le, que le Hamas est considéré comme tel par l'Union européenne depuis 2008, si jamais on avait vu ces images dans les médias publics. Moi, je ne le pense pas. Bon, pensez qu'on devrait montrer à tous les politiques non, alors peut-être faire une séance. Évidemment pas montrer les images que vous avez vues dans leur violence. Il faudrait un prisme, évidemment, mais peut-être qu'on pourrait en montrer un petit peu davantage et qu'on n'est pas obligé d'avoir une censure totale sur ce type d'image.